Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans votre bureau. Vanessa Girardet, vous êtes associée chez Deloitte et commissaire aux comptes. Tout à fait. Donc vous êtes spécialiste de la finance, des chiffres, c'est ça? La finance, la comptabilité, oui. Mais pas que, parce que vous faites évidemment plein d'autres choses à côté. Vous êtes également impliqué dans le bureau d'un organisme qui s'appelle IWF. Vous allez nous expliquer ce que c'est et pourquoi vous êtes impliqué là-dedans. Mais d'abord, Vanessa, première question. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et pour vous, ça veut dire quoi être une femme engagée? Alors, la réponse est oui. En tout cas, je le pense. Alors, pour moi, être une femme engagée, c'est vraiment s'impliquer au quotidien dans des actions, justement, sur le sujet de la mixité, de la parité. En l'occurrence, alors pour parler un petit peu de moi, oui, effectivement, je suis très engagée sur ce sujet-là depuis plusieurs années, je dirais une bonne dizaine d'années maintenant. Alors, par différentes actions, puisque déjà, au sein de Deloitte, en interne, j'ai un rôle dans on va dire, l'embarquement des équipes de mes femmes managers, entre autres, pour essayer de les faire grandir et augmenter leur pouvoir de leadership féminin. D'accord. En interne. Et puis après, au niveau des réseaux, alors en externe, moi j'ai créé en fait il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, on est dans la 8e année, un club qui s'appelle Women and Leadership. Donc c'est un club que j'ai créé au sein de Deloitte. D'accord. Et qui s'adresse aux femmes dirigeantes et cadres dirigeantes de la région. Donc, ça peut être nos clientes. Alors, c'est nos femmes managers qui participent, mais également nos clientes ou d'autres femmes dirigeantes qu'on connaît. Et l'objectif, c'est de pouvoir les réunir 4 fois par an dans des réunions de club sur des thématiques particulières, mais qui ont toutes attrait au management, au leadership. Au féminin. Au féminin, alors c'est un club exclusivement féminin. C'est pas ouvert aux hommes. Alors, chacun dira, voilà, il y a du bien, il y a du pas bien. Là, nous, ce qu'on a fait, depuis plus de 7 ans, c'est exclusivement réservé aux femmes dirigeantes et cadres dirigeantes. Donc, ce réseau, en fait, aujourd'hui, il embarque environ 250 femmes de la région. Et à chacune alors tout le monde ne vient pas à chaque fois, à chaque événement, mais à chaque événement, on a environ une cinquantaine de femmes présentes. D'accord. On a eu le dernier événement, c'était avant-hier, sur un thème alors de développement personnel, mais le thème How to pitch like a rock star. D'accord. Donc voilà, un thème. Et l'objectif, c'est que chacune d'entre nous qui participe à ces rencontres, sorte de l'événement avec quelques trucs et astuces dans sa vie au quotidien pour renforcer encore plus son rôle de leadership et de management au féminin dans chacune de ces entreprises. Mais alors, quel est le moteur? Pourquoi vous avez eu envie de vous impliquer dans ce sujet en particulier? Vous avez l'impression que ça manquait? Alors, peut-être que c'est parce que au sein de Deloitte et dans nos métiers de manière plus générale, les femmes finalement sont assez peu présentes dans le monde de la finance. Alors dans nos cabinets, que ce soit chez Deloitte ou d'autres cabinets du même style, à l'embauche, c'est à peu près 50-50, 50% de femmes, 50% d'hommes. Et après, effectivement, plus on monte dans la structure, plus le pourcentage de femmes, malheureusement, se raréfie. Donc, arrivé au grade de manager, on est déjà plus que 30% de femmes. Et puis après, au niveau associé, on est à peine 20%. Alors, ce qui n'est pas... c'est pas Deloitte qui n'est pas bon sur ce sujet-là, parce que quand on regarde au niveau national les chiffres de la profession de commissaire aux comptes, il y a 20% de femmes commissaires aux comptes en France, donc diplômés, puisqu'on est un métier réglementé. Donc les diplômés commissaires aux comptes, c'est 20% de femmes. Donc voilà. Donc chez Deloitte, on est à peu près 20% de femmes associées. Mais voilà. Et donc je pense, pour répondre à votre question, je pense que c'est ça peut-être qui m'a fait aller sur ce sujet-là et qui m'a senti
j'ai eu vraiment envie de m'engager sur ce sujet-là parce que c'est vrai que au quotidien, on est confronté à certaines situations qui ne sont pas forcément évidentes, dans lesquelles je me dirais, si le monde était plus équilibré, s'il y avait un meilleur équilibre, ce serait plus facile. Voilà. Et qu'est-ce qui leur manque alors aux femmes, selon vous, pour réussir ? Est-ce qu'il leur manque quelque chose ? Non, je pense qu'il ne manque rien du tout. Alors pourquoi elles sont moins nombreuses ? Alors, je pense qu'il faut qu'on ait confiance, il faut avoir confiance en soi. Et je pense qu'il faut être convaincu de l'importance justement de cet équilibre en fait dans notre société, alors que ce soit au niveau économique, dans nos entreprises, au niveau social, au niveau politique, l'importance de l'équilibre. Parce que un homme et une femme, ça a des modes de comportement différents, des manières de se comporter différentes, et on a besoin en fait de cette richesse, que ce soit richesse masculine, richesse féminine, pour faire grandir encore plus nos entreprises, nos associations, etc., etc. Oui, c'est la mixité qui est le moteur et qui fait avancer. Oui, exactement, exactement. Alors, il y a des études, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des études qui ont prouvé que les entreprises qui ont une diversité et en particulier une mixité forte hommes-femmes sont des entreprises qui sont plus performantes économiquement. Et alors, est-ce que vous arrivez à analyser les ressorts qui font que, effectivement, dans certaines professions, les femmes sont moins nombreuses ? Vous le disiez, 20% de femmes chez les commissaires aux comptes. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Est-ce que vous arrivez à l'identifier ? Alors, je pense que c'est tôt, ça se joue très tôt, en fait, dès l'enfance, parce que c'est vrai qu'on est... Alors, moi, je fais une petite digression, mais moi, j'ai 3 garçons. et donc, je m'efforce vraiment quand l'un d'entre eux a, alors pas des comportements un peu biaisés, mais en tout cas des réflexions peut-être un peu biaisées, je m'efforce de les remettre dans le droit chemin et de leur dire, non, c'est pas parce que c'est une fille, qu'elle est moins forte en maths, qu'elle va pas aller dans des milieux plus d'ingénieurs, non. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dès l'éducation, dès l'enfance. Et après, voilà, il y a des métiers qui attirent plus, mais parce qu'on a, encore une fois, je le redis, des modes de comportement féminin et masculin différents. Donc, il y a des métiers qui attirent plus les femmes et d'autres, mais c'est comme ça et on ne peut pas forcer. Il y a un moment, je pense qu'on ne peut pas forcer. Je discutais avec un pompier un jour qui me dit essaye d'apporter, de féminiser le métier de pompier, sauf que quand on se retrouve dans un immeuble en feu et qu'on doit porter quelqu'un blessé de 80 kilos, c'est sûr qu'on a besoin de bras et c'est génial d'avoir des femmes pompiers à côté de nous, mais il y a un moment, ça atteint les limites. Voilà. Donc après, pourquoi mon métier est moins féminisé qu'un autre métier je sais pas, les chiffres attirent peut-être moins les femmes et voilà. Et alors, vous avez eu envie du coup d'y aller plus loin parce que vous avez pris carrément le parti de réaliser une étude et d'aller un petit peu creuser sur justement cette répartition homme-femme dans différentes filières. Vous l'avez présenté assez récemment dans le cadre de IWF. On va peut-être expliquer ce que c'est, International Women's Forum, puisque vous avez initié aussi, je crois, le bureau Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, expliquez-nous un petit peu déjà IWF et effectivement pourquoi vous avez eu envie de faire cette étude. Alors effectivement, IWF, donc c'est un réseau mondial, au niveau mondial, qui rassemble 7000 femmes dirigeantes dans une cinquantaine de pays dans le monde. IWF, ça veut dire International Women's Forum. Il y a une première antenne qui a été créée il y a une dizaine d'années à Paris, et c'était la seule antenne française. Et puis, il y a 3 ans et demi, en fait, c'était été 2018, avec Valérie Lorenz-Poinceau, qui est directrice générale des laboratoires Boiron, et 3 autres femmes. On s'est rassemblées, on a dit, tiens, il faut qu'on monte l'antenne régionale Auvergne-Rhône-Alpes d'IWF. Et donc, l'aventure est née de ce rassemblement. On était 5 femmes impliquées en ayant envie de s'engager sur ce sujet-là. Et donc, on a créé le réseau Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on est une petite cinquantaine de membres actifs au sein du réseau. Et on organise tout un tas d'événements. Alors,
c'est environ un événement par mois, par mois pour nos membres. Ouais. Alors que ce soit rencontre physique, rencontre digitale, on a vraiment différents types de rencontres. Il y a des rencontres qui sont en lien avec une thématique spécifique, des experts, un thème, et puis d'autres rencontres qui sont beaucoup plus conviviales, en fait, qui sont des dîners qu'on organise chez l'une d'entre nous. Mais en tout cas, l'ADN de ce réseau IWF, c'est d'être une femme influente. Alors, c'est peut-être un peu pompeux comme terme, mais en tout cas, d'avoir une certaine forme d'influence dans son secteur, voilà, et de revendiquer cette nécessité d'aller vers plus de mixité, plus de parité même. Voilà. Et donc, alors, j'allais dire chaque année, malheureusement, pendant les 2 ans de Covid, on n'a pas pu le faire, mais en 2019, on a fait un premier événement qui s'appelait les Assises de la parité, qui était sur une demi-journée. Donc, 2020-2021, on n'a pas pu le refaire. Et là, effectivement, le 4 mars 2022 de cette année, on a refait un événement donc, sur le thème de la parité et qu'on a voulu un peu étendre à d'autres. On a voulu élargir le sujet de la parité parce qu'on s'est dit en France, on se bat pour ce sujet de la parité, mais il y a aussi d'autres pays dans le monde dans lesquels les femmes se battent, pas seulement pour la parité, mais juste pour l'égalité. Pour la liberté. Pour la liberté et pour l'égalité. Donc c'est pour ça que cet événement, on l'a appelé de la liberté à la parité, à l'égalité, le long chemin des femmes. Et donc, il y a eu plusieurs thèmes abordés lors de cet événement. Et donc, moi, j'avais proposé, mais comme je l'avais fait déjà en 2019, j'avais proposé de donner les résultats d'une étude sur les indicateurs clés de la parité en France. Alors, sur tout un tas de secteurs d'activité. Alors, voilà, que ce soit économique. Alors, dans le monde économique, il y a les chiffres qui sont officiels, qui sont publiés du CAC 40 et du SBF 120, concernant les conseils d'administration, les comités de direction des grandes entreprises. Après, de manière un peu moins officielle, il y a certains chiffres sur les startups, les entreprises plus jeunes dans ce domaine-là. Et puis, j'ai également fait un pan sur la sphère politique, qui a aussi pas mal évolué. Un pan sur la sphère des grandes entreprises publiques ou parapubliques, où là, c'est assez étonnant parce qu'en fonction des grandes entreprises, il y a des divergences énormes en fait, entre les chiffres de la parité de manière générale sur les entreprises, mais également les chiffres de la parité au niveau de la direction de ces grandes entreprises. Bien sûr. Voilà, et puis également dans la culture, pour terminer, et les médias, où là, la place des femmes est encore vraiment à renforcer. Oui, globalement, ce qui ressortait de votre étude, c'est qu'elle était à renforcer un petit peu partout, avec des disparités évidemment selon certains secteurs d'activité. Je pense à la politique, parce que vous aviez assez largement montré à la fois les chiffres, c'est des chiffres nationaux, mais c'est vrai que les femmes, par exemple, sont, je crois, à 33% présentes au Sénat, 39%, je crois, à l'Assemblée nationale. Et finalement, 17% sont mères uniquement en France, ce qui est finalement assez peu aujourd'hui encore. Donc, ça montrait bien qu'effectivement, il y avait quand même encore du chemin à faire. C'est ça. Et vous disiez, si j'en ai bien le souvenir, que vous mesuriez que la loi Copé-Zimmermann, qui a il y a quelques années imposé un quota de femmes dans les conseils d'administration, avait fait évoluer le secteur, et que là, maintenant, on attendait peut-être d'une autre loi les bénéfices sur les COMEX, c'est ça, les conseils. Tout à fait. En fait, donc effectivement, en 2011, donc la loi Copé-Zimmermann qui est passée est allée vers la mise en place de quotas dans les conseils d'administration, donc de quotas de femmes dans les conseils d'administration, alors des plus grandes entreprises. Donc là, ça commence à s'étendre aux entreprises de niveau inférieur. Moi, personnellement, j'étais contre les quotas parce que pour moi, c'était de la discrimination. Alors, positive, soit, mais de la discrimination quand même. Et je disais, mais on n'a quand même pas besoin de quotas pour arriver à... pas des femmes parce qu'elles sont des femmes. Voilà, exactement. Donc moi, j'étais contre. Et alors, j'ai évolué de manière, je suis passée... Alors, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Exactement.
Et je suis passée du contre au pour parce que finalement, j'ai vu ce que ça avait fait. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été mené, beaucoup d'actions qui ont été menées, et je trouve que on n'en tire que du bien. Et pas seulement pour nous, femmes, et pour la place des femmes, mais je trouve que ça a relevé le niveau des conseils d'administration, mais de manière... oui, d'ailleurs, l'EM à Lyon donne souvent cet exemple. Exactement. En fait, le fait qu'on ait mis... Alors c'est malheureux comme constat, mais on a imposé des quotas de femmes, donc on a dit, oulala, alors il faut mettre en place des formations pour former. Et donc, du coup, il y a eu effectivement à l'EM des formations au rôle d'administrateur, et ce rôle d'administrateur a été complètement professionnalisé. Et quelque part, grâce à cette loi sur les quotas. Donc, je trouve que c'est un bénéfice pour tous, finalement, d'avoir mis ça en place, parce que, d'une part, voilà, ça a professionnalisé ce rôle d'administrateur, et d'autre part, ça a permis d'avoir un équilibre au sein des conseils d'administration, et donc un équilibre dans les prises de décision, dans les échanges entre administrateurs. Et alors moi, c'est mon métier, en tant que commissaire aux comptes, donc j'assiste à tous les conseils d'administration de mes clients. Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment vu... vous l'avez observé, vous avez mesuré les effets. J'ai vraiment mesuré les effets, parce que je trouve que avant, alors... il y avait beaucoup d'administrateurs qui étaient cooptés par des copains de copains. Et en fait, finalement, les administrateurs entre eux au sein du conseil d'administration étaient tous de la même milieu. Donc, finalement, un accord en termes de questions, de challenge, des prises de décision par les directions, très peu satisfaisant, me semble-t-il. Et là, le fait qu'il y ait eu un accord externe, et en plus avec cette vision féminine qui est venue se rajouter, je trouve que les échanges maintenant, alors pas tous, mais franchement, globalement, le niveau des échanges au sein des conseils d'administration a vraiment, vraiment évolué. Alors, elles apportent quelque chose? Vous trouvez que les femmes apportent quelque chose de particulier? Oui, parce que je pense qu'on a une vision différente. Alors, il ne faut pas rentrer dans les stéréotypes, voilà, mais mine de rien, je pense qu'on a des sensibilités différentes, des visions différentes, et qu'on a besoin de se challenger mutuellement avec ces visions différentes. Et j'espère que la loi Rixin, qui vient d'être votée en décembre 2021, c'est un peu le pendant de la loi Copé-Zimmermann, mais là, côté CODIR, direction d'entreprise. Donc j'espère, et là pour le coup je doute plus, je suis pas contre, j'y crois. J'espère que ça va apporter, alors cette fois-ci au niveau des directions, donc des directions, qui dit direction dit prise de décision très opérationnelle. Je pense que ça va apporter cet effet d'équilibre et de prise de décision encore plus performante. Alors vous êtes commissaire aux comptes, vous le disiez en disant au démarrage. Comment on arrive à devenir commissaire aux comptes? Parce que c'est une profession qui est finalement peu connue, qui est extrêmement spécialisée, évidemment. Il y a de longues études pour faire commissaire aux comptes. Comment on arrive à faire commissaire aux comptes? Alors oui, c'est un petit peu long. Bon, à la base, c'est donc bac plus 5. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait école de commerce. D'accord. Donc, bac plus 5. J'ai eu un modèle très inspirant, en fait, en école de commerce, puisque ma prof de compta, audit, finance, donc, qui était une femme, mais bon, c'est le hasard, était vraiment passionnée par ce métier puisqu'elle était elle-même commissaire aux comptes. D'accord. Mais donnait des cours dans l'école dans laquelle j'étais. Et elle m'a vraiment transmis cette passion du métier, cette passion de l'audit, l'audit, le commissariat aux comptes. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée là. Et puis, alors, au-delà du bac plus 5, il faut, avant d'être diplômé commissaire aux comptes, il faut 3 ans de stage avec des rapports, des journées de formation à la compagnie des commissaires aux comptes, un mémoire à la fin. Enfin, bon, c'est un process un peu lourd. Faut être très persévérant dans le métier. Mais voilà. Mais alors, vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petite? Vous rêviez de chiffres? Alors, non, pas forcément pas forcément de commissariat aux comptes, ni même de chiffres. J'ai toujours été très attirée par tout ce qui est quand même maths, logique. Donc,
voilà, ça c'était quand même. Oui, j'avais un profil très très matheux. Mais bon, vraiment, la vie a fait que je suis arrivée là, et c'est vraiment grâce à cette femme là dont je parle, voilà, qui m'a transmis cette passion. Mais petite, vous aviez un rêve, vous vouliez faire quelque chose en particulier, ou vous vous en souvenez pas? Vous aspiriez à quoi? Vous aviez 10 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. J'ai pas tellement de souvenirs en fait de ça. Non, c'était pas. Et pourquoi le choix d'une école de commerce? Il y avait une. Alors là, c'était aussi le hasard en fait, parce que genre après le bac, j'ai école de commerce, école d'ingénieur, école de commerce. Bon, voilà, je suis tombée sur le commerce en école de commerce, mais. Oui, après, c'est cette prof qui vous a donné vraiment le déclic-là. Il y avait pas, vous n'êtes pas allé spécifiquement pour ça dans cette école de commerce. Non. Et puis après, après, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Enfin, moi, je suis très persévérante. Je lâche rien, pour parler un peu. Et donc, voilà, je suis rentrée dans cette école, mais ça me suffisait pas de faire cette école, donc j'ai fait l'université en parallèle parce que j'avais pas envie de rencontrer que des gens qui sortaient d'école de commerce, et donc d'un milieu assez fermé quand même. Donc j'ai voulu élargir donc j'ai fait la fac en parallèle, donc j'ai eu le double diplôme fac école de commerce. Et puis après, en sortant d'école de commerce, donc je savais que je voulais aller en audit, commissariat aux comptes, et quel était le cabinet emblématique à l'époque, c'était en 97, donc il y a quelques années déjà. C'était Arthur Andersen, qui depuis n'existe plus, mais et chez nous, en sortant de l'école que j'ai faite, personne n'allait chez Arthur Andersen, un peu le Graal en fait, voilà. Et puis à force de persévérance et avec l'aide de cette prof également, je suis rentrée chez Arthur Andersen. J'étais la première de mon école de commerce à rentrer chez Arthur Andersen. Vous étiez Miss Défi quand même, c'était votre objectif. Oui. Mais vous savez, moi, ma devise est celle que j'insuffle. D'ailleurs, mes équipes se moquent de moi, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, ils me le répètent, mais vraiment, ma devise, c'est chacun est maître de son destin. Et donc, à chaque fois que C'est vrai, ça aussi, des mots qu'on dit. Non, c'est vrai. À chaque fois que quelqu'un vient se plaindre de ne pas évoluer assez vite, je dis, écoute, c'est toi, t'es maître de ton destin. Vas-y, fonce, mais fonce. Donc voilà, et c'est la petite phrase, en fait, quand les gens me voient, c'est chacun est maître de ton destin. Oui, et ça s'est éprouvé. Donc, vous avez persévéré, vous êtes entrée dans ce métier-là. Est-ce que c'est facile de faire sa place en tant que femme? Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme, ou est-ce que c'est pareil? Vous avez eu des sensations de frein? De rentrer dans un cabinet d'audit, non, c'est pas plus difficile quand on est un homme ou une femme. Nous, typiquement, on embauche vraiment à 50-50, il n'y a pas de distinction. Après, il faut tenir le rythme. Et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de passer associé. Enfin, on est beaucoup moins de femmes associées. C'est un long parcours, ça nécessite beaucoup de travail, et malheureusement, à une période de la vie où, pour une femme, ça se télescope un peu avec les grossesses. Bon, après, la parentalité, ça, c'est pas très. Enfin, qu'on soit un homme ou une femme, on est parents, donc ça, c'est pas. Mais la grossesse, physiologiquement, il n'y a que les femmes qui peuvent. Donc, et malheureusement, dans nos cabinets, vraiment la phase où on est en pleine ascension, c'est un peu la phase où les bébés arrivent. Et donc, pour parler de mon exemple personnel, moi, j'ai mon troisième enfant, en fait, quand j'étais enceinte, c'est là où j'ai été rentrée dans le process de cooptation associée chez Deloitte. Donc, en fait, en l'espace de 6 mois, j'ai accouché de mon troisième enfant, et puis je suis passée associée parce que vraiment, tout s'est passé en même temps. Donc, j'allais dire, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir de frein. Même vous n'avez pas souffert de cette situation. J'ai pas souffert de cette situation du tout, parce que moi, j'ai l'impression qu'on m'a vraiment. Pour moi, tout a été simple. Mais même si, encore une fois, le parcours est long, et voilà. Mais c'est faisable, c'est-à-dire qu'on arrive à concilier les choses. On arrive à concilier les choses. Après, il faut avoir confiance en soi. Alors, il y a aussi quelque chose que
sur lequel j'ai évolué parce que avant, je parlais très peu de moi, personnellement, de mes enfants. Enfin, je mettais vraiment une barrière, dire non, moi, je suis au travail, c'est boulot, 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 et je ne parle pas de mes enfants, de problèmes auxquels je suis confrontée aussi en dehors de logistique, comme tout le monde. Et en fait, à force de discussions avec les uns les autres, et puis d'évolution, d'expérience, on m'a dit, mais tu sais, peut-être que en tant que rôle modèle, justement, si tu veux que nos femmes managers montent encore plus et soient aspirées en fait par ce rôle modèle, peut-être qu'il faut montrer que tu n'es pas une superwoman en fait. Je ne suis pas une superwoman, donc tous les jours, je suis confrontée à des problèmes, comme vous disiez, de logistique, d'enfants, voilà. Et donc maintenant, c'est pas que j'ose plus, mais j'hésite pas quand j'ai quelque chose à dire qui n'a pas un cadre, qui ne rentre pas dans le cadre purement professionnel, parce que j'ai une réunion à l'école importante ou un rendez-vous médical, je le dis, et puis voilà, et si ça pose problème à quelqu'un... Oui, ça c'est peut-être aussi, je sais pas, vous allez me le dire, mais j'ai l'impression que les choses aussi ont un peu évolué et on déculpabilise aussi beaucoup plus qu'avant la partie sphère intime ou la sphère privée qui peut avoir une importance, c'est-à-dire effectivement il y a une réunion importante à l'école ce jour-là et il faut y aller parce que j'ai envie d'y aller, j'ai pas... Vous voyez, j'ai l'impression quand même que les choses elles changent un peu parce que c'est valable aussi pour les papas. Ça change. Ça change un petit peu. Ça change peut-être, et je l'espère, mais pour les générations un peu plus jeunes. Après, chez nous, au niveau associé, on est une génération du coup un peu plus âgée. Ouais. Mais encore très jeune. Voilà, là, typiquement, sur la région, moi, je suis la seule femme associée, entourée d'hommes associés, ce qui est hyper riche. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner aux jeunes femmes qui aspireraient à faire des carrières dans les chiffres, commissaire aux comptes, expert comptable, toutes ces filières qui sont encore un petit peu masculines. Vous disiez finalement 50-50 quand on commence. Et puis après, dans les rôles de manager, c'est un petit peu plus compliqué. Quel conseil vous leur donneriez? Alors, c'est un peu bateau, peut-être ce que je vais vous répondre, mais c'est vraiment d'oser. Et puis, il y a quels qui ont les rênes pour y arriver. Donc, si elles ont envie, ça va le faire. Il n'y a pas de frein. Moi, je trouve que aujourd'hui, chez nous, dans nos structures, qui sont en plus état d'esprit très anglo-saxon, donc il n'y a pas de frein. Moi, il n'y a pas de plafond de verre. Moi, jamais je n'ai été confrontée à non, tu es une femme, donc tu... Même sur les questions salariales, d'égalité salariale? Non. Non, là, pour le coup, on est ultra anglo-saxon, donc il n'y a vraiment pas de différence. Ce qui n'est pas le cas, petite anecdote, mais moi, il y a quelques années, alors je venais de passer associée. Donc, non seulement j'étais femme, mais j'étais en plus un peu jeune. Donc, une femme associée. Et je me suis retrouvée face à un futur client et qui m'a dit, mais comme ça, un brut de fondé, qui m'a dit ah non, mais moi, voir mes comptes certifiés par une femme associée, mais une femme commissaire aux comptes, mais jamais de la vie. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors là, à vrai dire, je me suis sentie un peu bête. Ouais. C'est vous qui étiez mal à l'aise. Ah oui, parce que ce soit aussi direct, non, jamais une femme commissaire aux comptes ne signera mes comptes. Eh bien, si. donc voilà, donc il peut y avoir quelques freins. Je ne dis pas que tout est facile. Pour répondre à votre question, il y a des situations plus ou moins évidentes à vivre, mais en tout cas, moi, au sein du cabinet, de nos structures, j'ai jamais senti. Et puis là, en plus, on a nommé un nouveau président l'année dernière chez Deloitte qui est très, très engagé sur ces sujets de mixité parité.
qui a nommé un leader parité au sein de chez Deloitte et qui veut faire bouger vraiment énormément les lignes. Donc, voilà. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est pour moi, c'est du ressort de nos femmes, de l'individu. Voilà, il faut oser, il faut y aller, et puis faut pas avoir peur. Voilà, faut avoir confiance. Alors, on arrive à tout concilier parce que effectivement, vous êtes aujourd'hui associés dans un grand groupe. On imagine bien vos heures de travail. En même temps, vous avez trouvé du temps pour vous impliquer dans d'autres structures autour. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous avez 3 enfants. Comment on fait pour tout concilier? Il y a un secret. Il faut être organisé. On se fait aider, on se fait accompagner. Comment on fait? Oui, le secret, je pense que c'est l'organisation, mais il y a un moment, vous allez me dire, on a beau être super organisé, les journées ne font que 24 heures, et voilà. Mais c'est aussi, je pense que, alors c'est très personnel, mais moi je pense que ma force entre guillemets, c'est d'arriver à compartimenter mes différentes parties de journée, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le matin, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants, j'arrive au travail. Mes enfants, c'est pas que j'y pense plus, parce que je suis maman, je reste maman, mais je ne pense plus à mes problèmes personnels. Donc j'arrive. Et puis le soir, quand je coupe le travail, je passe à autre chose. Je dors bien la nuit, je suis pas parasitée par donc ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Après, oui, les journées sont longues, ça c'est évident, parce qu'il y a beaucoup de travail. L'engagement dont vous parliez sur les sujets de mixité, ça se rajoute à ma journée de travail et quelque part ça vient se greffer entre ma journée de travail et puis ma vie personnelle, mes enfants. Mais franchement, le fait d'être engagé sur ces sujets-là, d'y croire et d'être à fond, ça ne me pollue pas du tout. J'ai pas l'impression de sacrifier une partie d'autre chose. Non, on a même le sentiment que c'est important pour vous. Oui. Donc ça veut dire que ça vous apporte quelque chose? Oui, oui, exactement. Parce que quand on ressort, alors soit des réunions IWF, soit de nos réunions Women in Leadership, et on a échangé avec d'autres femmes dirigeantes, d'autres femmes leaders, c'est tellement enrichissant. Et même quand on rentre à 22h30, 23h le soir, après une longue journée, on est fatigué. Je trouve que, pour pas aller vulgairement, ça met la pêche en fait. Et on, voilà. Moi, pour rien au monde, je passerai à côté de ces échanges et de cette implication. Voilà. Et alors, Vanessa, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce que vous feriez pour faire en sorte que les femmes, elles s'impliquent plus dans le débat public? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a des leviers? On a parlé de quotas tout à l'heure. Alors, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que, justement, en parlant de quotas, pourquoi pas se dire que, alors je pense que vous connaissez le mouvement Jamais sans elle, donc jamais une réunion sans au moins une femme. Deloitte y a adhéré d'ailleurs à ce mouvement Jamais sans elle, mais et je me dis, dans le débat public, pourquoi on n'instaurerait pas aussi une sorte de quota en se disant c'est un mal pour un bien, c'est un mal un peu nécessaire, le quota, parce que c'est un outil. Mais c'est un outil quelque part pour faire progresser et pour essayer d'arriver plus rapidement à la parité et puis à de meilleures prises de décision équilibrées dans les différents aspects de nos sociétés. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci de nous avoir reçus dans vos bureaux à Deloitte, à Confluence, à Lyon. J'espère que vous avez passé un agréable Café des Lyonnes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Merci. Bonne semaine. Au revoir.